Passion agricole. Je suis Stenka Samir et dans cette vidéo, je partage aujourd'hui avec vous 6 étapes qui vont vous permettre de lancer sur de bonnes bases votre production de tomates en Afrique. C'est parti. Et avant de commencer, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Première étape, avoir une vision. Avant de démarrer un projet agricole, et c'est le cas de la tomate, il faut avoir une idée claire de ce qu'on veut faire, de là où on veut aller, et aussi de quelle manière nous allons pousser vers le haut notre entreprise. Je prends un exemple. Quand je commençais ma toute dernière opération dans la production de tomates, j'avais pour vision de pouvoir faire de l'agriculture intensive, c'est-à-dire d'avoir des productions importantes et régulières tout au long de l'année. Donc, en fonction de ça, j'ai mis en place différentes séries de cultures qui m'ont permis d'étaler la production et donc les récoltes sur toute l'année. Avec ça, je me suis fixé différents objectifs. J'avais par exemple un objectif par semaine et aussi un objectif à la fin de l'année. Et donc, en fonction de l'établissement de ces objectifs, qui était par exemple au niveau hebdomadaire d'avoir un chiffre d'affaires de 400 000 francs donc par semaine, j'essayais semaine après semaine de comparer et de voir en quoi soit je n'arrivais pas à atteindre ce chiffre d'affaires ou bien comment je pouvais vraiment le dépasser. Donc, la vision étant établie, étant claire, nous allons maintenant aller sur le choix de la parcelle. Il faut maintenant trouver la parcelle. Et dans ce cas-là, il faut prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter. Moi, ici, je vous donne 3 critères qui vous permettent de trouver une parcelle. Le premier critère, c'est d'avoir un chemin praticable qui mène à la parcelle. Donc là, en fait, le but étant de pouvoir nous-mêmes nous rendre facilement, de façon, quotidienne sur notre parcelle, que ce soit même, nos clients arrivent à pouvoir, venir nous voir facilement. On peut recevoir les intrants, facilement. On peut aussi acheminer notre production de façon rapide et de façon à ce qu'on ne perde pas de temps et de façon à réduire les coûts. Le deuxième critère important, c'est d'avoir un point d'eau sur la surface. L'eau, en fait, dans le système agricole, dans le système de la production de tomates, et si on a un système d'irrigation aussi, va nous permettre de pouvoir produire à compte saison, donc de pouvoir vendre une partie de l'année là où la plupart des maraîchers ne pourront pas faire sortir de production. Et donc, on aura là des prix préférentiels, on aura une marge intéressante. Et l'autre point aussi à prendre en compte, c'est qu'on pourra fidéliser notre clientèle parce ils sauront qu'à tout moment de l'année, ils pourront compter sur notre production. Le troisième point, c'est de trouver une parcelle en ayant en conscience qu'il faut qu'il y ait une grande voie qui ne soit pas très éloignée. Nous produisons de la tomate. La tomate, c'est un légume qui est frais, qui est fragile. Donc, pour qu'elle garde sa qualité et voilà, ces éléments nutritifs, il faut qu'elle puisse être acheminée rapidement vers nos clients. Donc, il faut que nos clients soient en possession du fruit rapidement. En ce qui concerne le dernier point, là, je l'ai mis parce que j'ai souvent rencontré des personnes qui veulent s'installer en maraîchage et qui recherchent un bas-fond. C'est une idée qui peut être bonne, mais sauf qu'elle est vite limitante. Parce qu'on se retrouvera en saison des pluies avec une parcelle qui est pas praticable, qui est gorgée d'eau, qui va nous demander beaucoup de travail à faire des buts, par exemple. Et vous imaginez l'effort de travail qu'il faut et le temps perdu. Donc là, nous avons clarifié notre vision, nous avons trouvé une parcelle. Maintenant, il va falloir rechercher la clientèle. Et cette étape-là, elle est importante. On pourrait même la mettre en deuxième position parce qu'il faut commencer très tôt déjà à se faire un réseau, à communiquer sur ce qu'on fait, à discuter avec d'éventuels clients, à leur donner des estimations de notre production, leur dire par exemple, voilà, dans 3 mois, j'aurai une production je pourrais vous livrer par exemple euh, 600 kilos par semaine. Donc là, il y a un jeu d'échange qui se passe entre le client et nous. Il faut prendre en compte cette relation, il faut qu'elle soit importante, il faut que ce soit une relation de confiance, une relation où les deux parties gagnent. Parce que le client aussi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans son métier. Il pourra nous donner des conseils sur la façon de maturité du fruit, qu'est-ce qu'il veut,
euh, à quel degré de conservation, à quel degré de conservation les légumes, pardon, quel est le degré de qualité des légumes qu'il a besoin. Et donc tout ça, c'est une discussion avec le client qu'il faut avoir voilà, pour optimiser notre production. Parce que comme je le dis, il faut que cette relation découle vers une relation de confiance. Il ne faut pas voir le client simplement comme quelqu'un qui est là pour vendre notre production. Il faut plutôt le voir comme un partenaire, comme, presque comme un associé. Voilà. Et dans cette optique-là, on part sur de bonnes bases. Voilà. Donc, nous en arrivons à la quatrième partie, qui est le choix du type de production qu'il va falloir choisir. Le plus souvent, on se tourne facilement vers le conventionnel parce que c'est ce que tout le monde fait, c'est ce qui est facile à mettre en place, c'est ce qu'on connaît. Mais il faut savoir que le bio, si on étudie bien la technique, est beaucoup plus facile à mettre en place, est beaucoup plus productif et est beaucoup plus passionnante et engageante. Dans le sens que il va nous faire réfléchir, il va nous permettre d'innover, il va nous permettre de trouver des techniques, de faire des recherches, d'aller sur Internet, de causer avec des agriculteurs pour connaître leurs techniques. On va se poser des questions. Comment nos parents ont fait pour cultiver sans engrais chimiques? Comment ils arrivaient à faire sortir de la production? Parce qu'il y a toujours une solution à, dans le bio. Donc moi, je vous conseille dès le départ de vous établir en agriculture biologique parce que c'est l'agriculture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, les ménages sont sensibles à bien manger, à bien se nourrir. Et nous-mêmes, nous travaillons sur la parcelle. Nous avons aussi des employés, nous avons des collaborateurs. Donc, il faut prendre en compte notre santé et la santé de ceux qui travaillent sur le site aussi. Et aussi la santé des consommateurs, donc. Il faut savoir que l'agriculture biologique, quand elle est bien faite, elle est beaucoup plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Parce que de un, on va pouvoir faire une marge intéressante, puisqu'on va pouvoir communiquer là-dessus, parce que le bio, ça vend, il faut le savoir. De deux, les intrants qu'on va mettre dans notre parcelle vont presque rien nous coûter, parce qu'on va pouvoir les fabriquer nous-mêmes. Voilà. Donc il faut prendre cela en compte dans le choix de l'agriculture. Il faut savoir qu'au niveau du conventionnel aussi, euh, cette méthode-là appauvrit les sols. C'est-à-dire, d'année après année, on va de plus en plus acheter de produits pour mettre sur notre parcelle, mais au final, dans quelques années, on se rend compte qu'on a un sol qui est soit tout à fait brûlé, qui est mort, qui a plus de vie. Donc, il faut prendre en compte ces considérations lors du choix du type de production. Il faut bien réfléchir là-dessus. On a aussi l'agriculture raisonnée. C'est une forme d'agriculture qui se trouve à mi-chemin entre le conventionnel et le bio. Donc ici, on va pouvoir utiliser les engrais chimiques, mais de façon raisonnée. C'est-à-dire quand on va être dépassé, par exemple, par une invasion de ravageurs qui attaquent notre production, ou bien quand on pourra plus maîtriser une maladie qui se propage rapidement, on pourra se donner, comment dirais-je, on pourra utiliser ces produits-là chimiques pour traiter notre parcelle. Donc voilà ce que je voulais dire sur le choix du type de production. Il faut savoir qu'il en existe d'autres. Je pense par exemple à l'agriculture biodynamique et le maraîchage sol vivant. Ce sont des formes d'agriculture qui sont très passionnantes. Et je vous invite à faire des recherches là-dessus. Nous en arrivons maintenant à la cinquième partie. Donc, après avoir clarifié notre vision, après avoir trouvé une parcelle, après avoir réfléchi sur la clientèle et choisir le type de production qu'il faut pour nous, il faut maintenant dimensionner la parcelle. Ici, c'est un travail d'organisation. Parce qu'il faut qu'on démarre sur de bonnes bases pour qu'on puisse être efficace. Donc ici, je vous propose de d'abord définir la surface cultivable. Est-ce qu'on va cultiver sur 1000 mètres carrés, sur 500 mètres carrés, sur 5 hectares? Donc ça va dépendre de plusieurs critères, hein, ce choix-là, de nos moyens financiers, de, de la clientèle, quelle sorte de clientèle nous avons. Parce que si nous sommes en production gros, si nous vendons en gros, il va falloir produire sur une grande surface. Si nous vendons en vente directe,
On peut produire sur des petites surfaces, par exemple. Il va falloir aussi identifier différents carrés de culture sur la parcelle. Parce que moi, je ne suis pas dans l'optique de faire une seule culture et puis d'attendre à la fin de la culture, c'est-à-dire, par exemple, 6 mois après, pour recevoir de l'argent et puis après, on arrête le projet. Il faut vraiment se mettre dans l'optique de pouvoir produire sur toute l'année, de pouvoir en faire vraiment une activité pérenne. Donc, il faut prévoir différents carrés de culture sur lesquels on aura différentes productions de tomates et ces productions doivent être décalées dans le temps. Donc, à la fin du chapitre, on va voir, je vais mieux vous expliquer cela sur le calendrier cultural. Il faut aussi après identifier le circuit d'irrigation, c'est-à-dire même si au départ, on n'a pas encore le matériel nécessaire à installer pour l'irrigation, il faut déjà retracer le chemin, il faut prévoir l'emplacement exact de l'endroit où passeront les différents tuyaux. Et en dernier lieu, il faut prévoir un endroit adéquat pour la pépinière. Je dis ça parce que j'ai vu plusieurs fois des pépinières qui sont placées dans un chemin là où l'eau circule. Ça fait au départ, on ne sait pas qu'on a mal placé la pépinière, mais il faut prendre ce détail-là en compte. Parce qu'en saison des pluies, quand les pluies vont commencer, notre parcelle va être vite gorgée d'eau et à un certain moment, le plant se met à végéter. Et ça, c'est pas bon pour la suite. Donc, nous en arrivons à la dernière partie qui est aussi la suite de l'organisation qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire on va faire le choix de la variété et aussi on va dresser un calendrier de culture. Pour le choix de la variété, il faut savoir qu'il y a deux grands types de variétés. Nous avons des variétés à port déterminé, qui sont des variétés qui arrêtent leur stade de croissance à un certain moment et qui ont des rendements faibles par rapport aux variétés à port indéterminé. Mais l'avantage, c'est qu'ils demandent un entretien pas compliqué. Ils sont faciles à mettre en place. Voilà. Aux variétés à port indéterminé, ce sont des variétés qui produisent beaucoup. On peut aller à 3 fois plus que celles à port indéterminé. Et aussi, ils peuvent atteindre 4 mètres de l'eau, 4 mètres de haut. Par contre, ils demandent un certain entretien. Il faut tailler les plants, il faut les tutorer, il faut les égourmander. Et donc là, on se retrouve avec quand même une charge de travail qui est importante. Et il faut prendre en compte cette charge de travail dans le choix de la variété à faire. Moi, je conseille, si on débute dans la production de tomates, il faut commencer petit. Donc, commencer avec une variété à port indéterminé et déterminé, pardon. Donc, je reprends, commencer avec une variété à port déterminé et ensuite, après avoir pratiqué plusieurs mois, se lancer dans celle à port indéterminé. Maintenant, quant au calendrier cultural, ici, dans l'exemple que j'ai fait, j'ai mis 3 séries de cultures. La première série, la deuxième série et la troisième série. Donc, les semis, les pépinières donc, sont en vert, là, les plantations en bleu et les récoltes donc en rouge, là. Donc, on verra qu'on a un système de culture qui est décalé. On aura donc, sur, sur 6 mois, on aura des récoltes chaque semaine, c'est-à-dire en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, l'avantage d'avoir un tel calendrier, bon, pour revenir là, j'ai pris que trois séries de cultures. 3 séries de cultures. On pouvait en mettre 4 ou 5 selon notre projet. Et aussi, on pourrait les optimiser à ce qu'ils tombent, par exemple, dans les mois de fête. Donc, il va falloir les décaler. Donc, c'est tout un travail de réflexion, de planification à faire. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'un tel travail va nous permettre de mieux s'organiser. Donc, il va constituer vraiment la colonne vertébrale de ce qu'on aura à faire sur la parcelle. Par exemple, le fait d'avoir établi un plan pour les semis va nous dire, par exemple, qu'il faudra acheter les semences, il faudrait les avoir au maximum un mois avant. Un mois. Donc, dans la première série, il faudrait avoir les semences, par exemple, en janvier. Et aussi, par rapport à ça, il faut préparer la pépinière aussi en janvier. Il faudra aussi préparer le sol pour accueillir les plantations
avant le mois de mars. Donc vous voyez que ça sert vraiment de base à l'organisation du travail. Et c'est là qu'on voit la différence aussi entre les différents maraîchers. Et c'est là on voit qui est organisé, qui travaille de façon efficace et qui vraiment veut s'investir dans la culture de la tomate. Donc, voici ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez des commentaires et je vous souhaite, le bonjour. Ciao.